Moi, je suis un peu le décalé dans le... mais c'est très très bien. Voilà, donc comme l'a présenté Philippe, hein, comme anthropologue, moi j'ai eu l'occasion, à travers d'autres terrains, mais donc de travailler à partir d'il y a maintenant 14 ans sur les premières pratiques virtuelles. Alors j'ai pas travaillé que sur les adolescents, même s'il y en avait évidemment pas mal, et aujourd'hui d'ailleurs ce sont des adultes. Certains, j'ai eu la chance de les suivre, hein. On sait que la clinique elle est parfois longue, l'anthropologie elle est parfois longue aussi, et donc on voit les évolutions. Alors évidemment, les manières d'appréhender en fait ces phénomènes digitaux des adolescents sont un peu différentes pour un anthropologue, puisque vous savez ou vous ne savez pas que notre méthode de travail, on l'appelle l'observation participante, et donc ça veut dire qu'on ne va pas que recueillir des récits et donc des paroles, mais on va aussi observer et on va même aller jusqu'à jouer avec eux, donc c'est quand même quelque chose évidemment d'un peu différent. Mais je pense que c'est très très important. Moi j'ai eu la chance, grâce au FNRS, grâce à mon université, de m'immerger en fait dans ce monde qui allait, on va dire, des jeunes ados, 10, 11 ans, jusque à des très vieux ados de 58 ans. Donc j'avais un peu un spectre assez large. Durant presque 4 ans, ça a été la période où j'ai passé presque tous les jours des moments d'observation. Donc c'est un terrain qui a duré longuement. Et donc on voit quand même aussi, c'est différent, mais il y a beaucoup d'analogies, beaucoup de proximité avec le travail de la clinique également, même si l'objectif n'est pas complètement le même, évidemment. Alors quand j'ai commencé à travailler, on était dans une période de panique morale sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Je pense qu'on a un tout petit peu relativisé depuis, notamment parce que les parents s'y sont mis, plus aux réseaux sociaux d'ailleurs qu'aux jeux vidéo, quoique. Et évidemment, le fait de s'y mettre change le rapport moral qu'on a évidemment au réseau social ou au jeu. Et je pense que c'est tout à fait important. Les premières années, quand je finissais mes conférences, je disais souvent, en fait, est-ce que vous avez quelque chose pour nous aider, nous parents? Parce qu'il y avait toujours des parents dans la salle, parfois c'était des parents dans la salle qui m'interpellaient. Chaque fois je disais, mais intéressez-vous à ce que fait votre enfant, allez à côté de lui, voire jouer avec lui, c'est fondamental, quoi. Comme on le fait avec le football, comme on le fait avec n'importe quelle passion en fait. Alors j'ai envie de vous parler, mais je vais rester dans le quart d'heure, de vous parler, et puis tu es le censeur, hein, Philippe, de 4 éléments, et je vais revenir sur le collectif que tu as évoqué, juste parce que pour moi, évidemment, comme anthropologue, je travaille sur le social aussi, et c'est important. On a travaillé en équipe avec plusieurs chercheurs, j'avais plusieurs postdocs et doctorants, et donc on a travaillé vraiment sur toute une série d'objets, alors des jeux vidéo, des réseaux sociaux, et aujourd'hui en fait les jeux vidéo sont dans les réseaux sociaux, et les jeux vidéo deviennent des réseaux sociaux, donc en fait la division entre les deux elle est de plus en plus ténue, donc c'est important de pouvoir les penser ensemble, je pense, aujourd'hui. Alors le premier concept c'est celui d'identité. Euh, et j'avais envie de compléter tout ce qui a été dit en disant, je pense que le processus d'identification, il va varier fortement selon le type de réseau social ou de jeu en fait. Et donc il y a aussi une contrainte de la technique. Un jeu n'est pas l'autre. Et c'est pas parce qu'on joue et quand on joue à un jeu d'une certaine manière et à un autre jeu d'une la même manière, ça ne veut pas dire la même chose. Donc je pense que c'est vraiment important aussi. J'ai eu beaucoup de discussions avec Tisseron, avec Thomas Gaon, avec une série de psychologues qui travaillent sur ces questions. Et on se rend bien compte qu'une des spécificités, c'est chaque fois cette question du contexte ludique en fait qui peut être différente. Alors en plus la frontière adolescente, on sait qu'avec les adolescents aujourd'hui c'est compliqué. Moi comme doyen de faculté aussi, je dois souvent reprendre certains de mes étudiants qui passent trop de temps avec cette liberté sur leurs jeux vidéo et oublient un peu leurs cours. Mais voilà, ça c'est le premier élément que je voulais dire. Alors l'identité elle est construite. J'ai entendu l'avatar. Hein, et donc l'avatar, c'est quoi? C'est un processus progressif d'avatarisation de l'individu, le jeune ou le moins jeune. C'est quoi l'avatarisation? C'est le fait de s'identifier de plus en plus fortement à son avatar. Et ça se fait avec certains avatars et pas avec d'autres, mais dans toutes les observations que j'ai menées, on a chaque fois ce qu'on appelle en anglais, ils utilisent beaucoup d'anglicisme, le main, et en anglais le main ça veut dire le principal, donc il y a toujours un avatar de référence. Ils en ont parfois des ludiques pour s'amuser, mais il y en a toujours un qui a un dépôt identitaire. Et qu'ils appellent, il emprunte ce terme main, et alors c'est important. Deuxième élément, le régime d'avatarisation, c'est aussi un régime du pseudonymat. Ça veut dire quoi? En fait, il y a un pseudo, je peux l'appeler Olivier Servet, mais je peux lui donner évidemment plein d'autres noms.
Et c'est fondamental parce que ça veut dire que je peux vivre des identités cachées, de manière totalement organisée socialement. Et donc je vais construire un rapport de multi-identification réel. Je vais avoir des identités qui sont moi, enfin qui sont des doubles de moi, et puis des identités qui sont au moins en apparence sociale pour les autres, qui ne sont pas des doubles de moi. Et ça aussi, je pense que c'est important parce que ça veut dire qu'il y a un jeu de masques en permanence entre je m'affirme et je suis, et je ne m'affirme pas, je me cache. Et je suis toujours aussi dans un jeu de rôle avec les autres où je ne sais pas toujours qui ils sont. Voire même, on peut avoir plusieurs individus physiques derrière un même avatar. Donc l'identité, elle est j'ai plusieurs pseudos ou plusieurs avatars, mais aussi derrière un avatar, il peut y avoir plusieurs personnes. Et donc toute la question de la confiance dans qui sont les autres et dans qui suis-je, elle est vraiment fondamentale. C'est ce que j'ai dans certains papiers appelé en anglais Misty Identity, donc identité brumeuse. Misty, c'est la brume, là, hein, cette brume qu'on voit en Écosse par exemple. Je pense qu'on a un rapport d'identité qui est brumeux et qui a des avantages, des inconvénients. Il est intéressant parce qu'il permet d'essayer, il permet de se risquer à... Voilà, c'est une période, évidemment, l'adolescence, une période d'essai sur soi, et en même temps, il crée de l'insécurité. Donc on est dans un double paradoxe là, qui peut être problématique. Alors le deuxième élément, je ne vais pas revenir sur les injonctions au narcissisme aussi qu'il y a derrière, et le concept d'extimité, on en a parlé beaucoup. Mais le deuxième élément, c'est le rapport au corps, évidemment. Alors là aussi, on l'a évoqué. Comme on a un processus d'avatarisation, nous, avec Séverine Lagneau et une collègue, on a parlé de processus d'incorporation. Petit à petit, l'avatar que je vais créer, ou le pseudonyme que je vais créer, au fur et à mesure que je passe du temps, et particulièrement avec le main, le principal avatar, je vais l'incorporer en moi. Alors je dis souvent à mes étudiants, l'exemple c'est la voiture. Quand vous apprenez à conduire, c'est l'enfer, quoi. Vous êtes là et vous essayez de saisir cet objet qui est plus grand que vous. Et petit à petit, en fait, il faut incorporer, se dire que la voiture n'est qu'une prolongation de moi. Un peu comme les lunettes, au départ, on a mal aux yeux, on a mal à la tête, puis petit à petit, ça s'ajuste. En fait, l'avatar, c'est la même chose qui se passe. Au fur et à mesure que alors que ce soit un avatar purement textuel ou bien un avatar 3D dans un jeu vidéo, peu importe, c'est la même chose, mais petit à petit, vous incorporez en fait en vous cet avatar. Et à partir du moment où il y a une incorporation, en fait, on voit toute une série de phénomènes qui se passaient pas auparavant qui se passent. Par exemple, votre avatar se fait agresser, vous vous sentez agressé. Ce n'était pas le cas avant parce qu'on dissociait l'avatar de soi-même, par exemple. Donc c'est vraiment important, il y a un processus identitaire qui est l'avatarisation, je m'identifie, et vous avez vu que c'est complexe, et puis il y a le processus d'incorporation, ça devient une prothèse identitaire de soi, cet avatar. Et donc il y a une dimension prothétique finalement, enfin en tout cas chez certains, et dans en tout cas ces avatars qui sont vraiment les véhicules identitaires. Alors troisième chose, j'arrive sur la question du collectif évidemment. Je pense qu'il y a plein de collectifs différents dans les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo. Ils amènent inévitablement une modalité d'injonction à la sociabilité. C'est à la confrontation aussi de la différence, ou au contraire de s'enfermer dans de la ressemblance. Et donc je dis souvent à des collègues psy, quand on a des discussions avec des thérapeutes, pas seulement travailler sur le jeune, mais aussi sur tout ce rapport identitaire, ce rapport au corps, ce rapport à cette passion particulière, mais aussi cette question du collectif dans lequel il se meut en fait. Essayer de comprendre ce collectif, pour moi, c'est vraiment important. On a des groupes extrêmement différents, parfois familiaux, refermés sur une famille, parfois sur un groupe classe, parfois ils appartiennent à une dizaine de groupes. On a vu d'ailleurs le premier ou le deuxième que tu évoquais comme exemple clinique. Et donc, à travers ces groupes, ces guildes, ces équipes, ces communautés, en fait, on a des tas de modalités d'être aux autres très, très, très différentes. Et donc, je pense que c'est fondamental. Dans les travaux que j'avais faits sur les joueurs de jeux vidéo, et les premiers, c'était sur World of Warcraft, mais qui existe toujours aujourd'hui, c'est un espèce de miracle du jeu vidéo, puisqu'un jeu qui existe depuis 20 ans, c'est une bénédiction pour un anthropologue, parce qu'on a du recul, on a du temps pour voir ce que deviennent les personnes. Mais dans la plupart des groupes qui persistent, il y a une charte de valeurs qui est co-construite par les membres et auxquelles on s'identifie, auxquelles on adhère. Ça, c'est énorme, parce qu'on a parlé de la règle, on a parlé des limites. Évidemment, ça veut dire qu'ils adhèrent personnellement à une charte de valeurs et à des règles dans un collectif.
Alors après, d'un clic, c'est pas comme la famille, on peut pas la quitter comme on veut, c'est un peu compliqué. Eux, par contre, évidemment, d'un clic, ils peuvent aller ailleurs si ça ne leur convient plus. Ça, c'est très très différent par rapport à des collectifs non digitaux. Mais je pense que cette question-là, elle est vraiment essentielle. Alors c'est d'autant plus important que, contrairement à ce qu'on pense, les réseaux sociaux, on le sait, mais les jeux vidéo aussi, sont des lieux de collectifs intergénérationnels. Et donc on n'est pas du tout que dans des mondes d'adolescents ou de jeunes adultes, on est dans des mondes qui sont de plus en plus des mondes intergénérationnels. Moi j'ai travaillé beaucoup sur des parents qui jouaient avec leurs enfants, j'ai travaillé même maintenant sur des groupes de grands-parents qui jouaient avec leurs petits-enfants. Et évidemment ils ne jouent pas du tout de la même manière avec leurs grands-parents que quand ils jouent avec leurs copains, évidemment, ou copines. Mais je pense que là, il y a aussi quelque chose en termes de lien qui se joue. Le lien dans le collectif et puis le lien avec qui le compose, c'est vraiment très important. Et dernier élément, et je m'arrêterai là pour être vraiment dans les temps et qu'on puisse... je pense qu'il y a de multiples modalités de communication en fait, dans ces lieux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les jeux vidéo, mais vous avez compris que ça se mélange aujourd'hui. Et en fait, on utilise certains canaux pour certains types de fonctions sociales et d'autres pour d'autres choses. Exemple, un post sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, ça a une fonction très narcissique, ça a une fonction d'identité, de rapport à soi. On se dit soi-même à travers un post. Évidemment, la réaction des autres va être très importante. On ne se dit pas sans la recherche du retour, de la reconnaissance des autres. Mais par exemple, dans les messageries instantanées, dans les jeux, on parle pratiquement peu de soi. On n'est que dans de l'action, où on est dans de la solidarité pour construire le groupe, et donc la fonction des mots qui s'échangent là n'est pas du tout la même. Mais elle est très importante, parce qu'elle permet de relativiser, par exemple, un post qu'un joueur aurait fait sur son site Instagram, par exemple, et puis on voit en allant sur d'autres canaux, en fait, qu'on a un regard plus complémentaire, en fait, sur ce qui se joue. Et je pense que c'est vraiment important de voir, en fait, à quel type d'usage est pratiqué en fait un outil de communication, et même au sein d'un réseau social, un post va servir à quelque chose, une messagerie par exemple à autre chose. Voilà, 4 petits compléments, mais qui n'invalident rien, qui au contraire amènent juste de la discussion interdisciplinaire ici entre la clinique et puis l'observation des groupes sociaux.